Et à la grande surprise des enquêteurs, d'un seul coup, sans aucune raison, le jeune homme passe aux aveux. Il va nous sortir une histoire quasiment à glacer le sang. Il raconte un scénario d'un film d'horreur. La Clio jaune de la Poste, à bord de laquelle circulait Madame Alem, a été retrouvée jeudi après-midi à Toulouse. En revanche, toujours aucune nouvelle de la mère de famille. Les enquêteurs travaillent sur la piste criminelle. Elisabeth Alem, 48 ans, mère de famille sans histoire, employée à la Poste, a mystérieusement disparu. C'est le début d'une affaire incroyable, un huis clos familial diabolique. Ce scénario, vous ne pouvez pas l'imaginer, vous le voyez dans les films, c'est inimaginable. Il raconte un scénario d'un film d'horreur. Il va nous sortir une histoire quasiment à glacer le sang. Se défendre, c'est tuer. Sans lever la tête, elle me répond « Maman ne reviendra pas ». Il est midi, le 13 juin 2002, à Rodez, dans l'Aveyron. Elisabeth Alem, responsable du service immobilier de la Poste, a plusieurs heures de retard, et cela ne lui ressemble pas. Elisabeth est une femme de qualité, c'est une femme ponctuelle, une femme qui a réussi professionnellement. C'est une dame de 48 ans qui a une vie rangée. C'est une femme de tempérament, très joviale, très appréciée de ses collaborateurs et de ses équipes. Au bureau, ce jour-là, tout le monde la cherche. France Deltour, l'une de ses collègues, a d'ailleurs rendez-vous avec elle en début d'après-midi. À 14h, sa secrétaire m'a appelée pour me demander si j'avais vu Elisabeth. Elle m'a dit que le matin, elle ne s'était pas présentée à son travail, ce qui est assez inhabituel. Elle m'explique également qu'elle a essayé de joindre ses filles entre midi et 2h et que celles-ci sont étonnées de ne pas avoir eu de nouvelles de leur mère. Elisabeth Alem a 3 enfants et elle n'a pas l'habitude de les laisser sans nouvelles. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. Encore moins ce jour-là. Les filles d'Elisabeth sont particulièrement inquiètes. Il y en a une qui passait une épreuve du baccalauréat le matin. On ne peut pas imaginer qu'elle n'ait pas pris des nouvelles, qu'elle n'ait pas appelé sa fille pour lui demander comment s'était passée cette épreuve. Elisabeth est une bonne mère. Elisabeth, c'est une femme qui était très proche de ses enfants, très proche des études de ses enfants, qui suivait les études de ses enfants. Les heures passent. Personne ne parvient à joindre Elisabeth. Son téléphone est coupé. Laissez votre message après le signal sonore. En milieu d'après-midi, sa secrétaire, très inquiète, prévient la police. La secrétaire d'Elisabeth, n'ayant toujours pas de nouvelles, se décide à contacter le commissariat de police de Villefranche pour s'inquiéter de l'absence d'Elisabeth. La nuit tombe sur Villefranche de Rouergue. La mère de famille reste injoignable. Le lendemain, sans nouvelles depuis 24 heures, les policiers décident de procéder aux premières vérifications. Le portable, ça répond pas, ça sonne ou... Deux choses vont être vérifiées assez rapidement. D'abord, y a-t-il eu des mouvements sur les comptes d'Elisabeth ? Aucun mouvement n'est repéré. Et ensuite, est-ce que son téléphone permet de la localiser ? Est-ce qu'il marche encore ? Et là, on s'aperçoit que ce téléphone ne fonctionne plus. Tous les collègues et les proches d'Elisabeth sont entendus par les enquêteurs. Et un premier élément apparaît. La mère de famille n'était pas très douée au volant. Elle conduisait très mal, et cela était de notoriété publique. Elisabeth en rit même, elle en plaisante avec ses collègues qui la guettent quand elle arrive pour se garer, pour faire son créneau qu'elle a toujours beaucoup de mal à faire. On l'a taquinée parce que l'un de ses collègues lui donnait des leçons de conduite. Dans un premier temps, l'hypothèse d'un accident de la route est donc envisagée. D'ailleurs, certains collègues vont spontanément partir à la recherche de la voiture jaune de la Poste que conduisait Elisabeth. L'un de mes collègues et moi-même, sans nous être concertés, lui en moto, moi en voiture, nous allons faire quelques routes qui sont un peu difficiles dans le département et sur son trajet, parce qu'à ce moment-là, la végétation est très très importante au mois de juin.
Et parce qu'on se dit que peut-être elle a pu avoir un accident et qu'on ne l'a pas vue. Dans cette région très accidentée, la voiture a pu disparaître au fond d'un ravin. Du coup, les gendarmes déploient d'importants moyens pour retrouver la voiture de fonction de la mère de famille. Plusieurs dizaines de gendarmes de patrouille sillonnent les routes un peu du département, même voire à l'extérieur, et le survol de toute la région en hélicoptère. Mais ces recherches restent vaines. Les enquêteurs cherchent alors à en savoir un peu plus sur la vie privée de cette mère de famille qui a disparu sans laisser aucune trace. Elisabeth est séparée. Elle vit rue de la Monnaie avec ses 2 filles. Il y a Adrien, le fils, qui est âgé de 22 ans, qui est plus ou moins étudiant, qui lui habite dans le même immeuble que sa mère et ses 2 sœurs, mais quelques marches au-dessus, dans un petit studio. Mehdi, le père, il vit à Villefranche, à quelques rues de là. Elle est en instance de divorce, c'est vrai, mais bon, rien ne laisse penser qu'elle était affectée outre mesure par cette décision. On ne lui connaît pas de liaison amoureuse. Côté professionnel, Elisabeth est épanouie et appréciée de tous. Elle doit être mutée sur Villefranche. D'ailleurs, elle est très très heureuse de cette situation. Elle a tout pour être heureuse. Il n'y a aucun élément négatif dans sa vie de femme. Son absence est anormale. Tout ce qui est vérifié dans son environnement est personnel et professionnel. Rien n'explique cette disparition. Mais alors, que s'est-il passé ce 13 juin 2002 qui pourrait expliquer que la postière ne donne plus de nouvelles? Grâce au témoignage de son fils, de ses 2 filles et de son mari, les enquêteurs vont pouvoir retracer l'emploi du temps d'Elisabeth le matin de sa disparition. Et très vite, ils vont s'apercevoir que dans cette famille, tout le monde ne dit pas la même chose. D'abord, les 2 filles d'Elisabeth expliquent avoir vu leur mère à 6h30 le matin de sa disparition. Elle semblait tout à fait normale. Après le petit déjeuner, elle a quitté son domicile direction la poste. Les 2 filles sont ensuite parties au lycée. En revanche, le fils ne donne pas tout à fait la même version que ses sœurs. Lui aussi a vu sa mère, mais plus tard. Puis il y a Adrien, qui habite donc le petit studio à Tenant, qui a croisé sa mère à 8h30 dans les parties communes de l'immeuble. Enfin, Mehdi, le mari, a encore une autre version. Il explique que sa femme était bien chez elle ce matin-là, puisqu'il avait justement rendez-vous avec elle. Ils ont rendez-vous à 9h pour discuter des modalités de leur séparation, le partage des biens, éventuellement des pensions alimentaires des différents enfants. Rendez-vous qui s'est passé tout à fait dans une entente cordiale, même s'ils sont en séparation, qui dure une dizaine de minutes. Selon Mehdi, il est 9h15 lorsqu'Elisabeth monte dans sa voiture de fonction pour rejoindre son bureau à Rodez, à 50 km de là. Depuis, la mère de famille et sa voiture se sont volatilisés. Alors, ces témoignages posent question. Plusieurs versions s'opposent. D'un côté, celle des sœurs, de l'autre, celle du frère et du père. Adrien va expliquer qu'à 8h30, il a vu sa mère dans son appartement. Ça ne colle pas avec les déclarations des 2 sœurs qui, elles, sont carrées. Maman est partie à 7h30. On l'a vue de 6h30 à 7h30. À 7h30, elle nous a embrassés. Qu'est-ce qui s'est passé entre 7h30 et 8h30 Elle serait partie, revenue, qu'est-ce qu'elle a fait pendant 1 heure Ça, c'est un vrai problème, ils n'ont pas la réponse. Le 17 juin, j'ai saisi la brigade de recherche pour ouvrir une enquête préliminaire afin donc d'étendre les recherches. Un appel à témoins est également lancé dans les journaux locaux. Et il faut faire vite, car chaque jour qui passe voit les chances de retrouver la mère de famille diminuer. Le 20 juin, une semaine après la disparition d'Elisabeth Alem, l'appel à témoins porte ses fruits. La Clio jaune de la Poste a été retrouvée jeudi après-midi, non loin de la gare Matabio à Toulouse.
La voiture de la mère de famille est garée à 130 km de son domicile et à 150 de son lieu de travail. Cette voiture est intacte, elle est correctement garée, fermée à clé. Immédiatement, les experts de la gendarmerie passent le véhicule au peigne fin. Ils y trouvent de nombreuses empreintes. Toutes appartiennent à Elisabeth. Les gendarmes de Rodez décident d'aller fouiller l'appartement de la disparue, en plein cœur de Villefranche de Rouergue. On voulait être sûr qu'elle n'ait pas laissé de courrier ou de documents nous permettant de nous orienter sur une recherche, sur une destination. Mais là encore, les recherches ne donnent rien. À partir du moment où le véhicule a été retrouvé, qu'on n'a plus aucune trace, qu'on n'a aucun document dans son appartement, aucune lettre, rien qui peut nous permettre d'espérer encore la retrouver à un point précis, il est vrai que l'enquête s'est orientée sur la famille. Et les enquêteurs vont vite découvrir que la vie d'Elisabeth était loin d'être aussi tranquille qu'on pouvait l'imaginer. Selon ses collègues, elle avait de nombreux accrochages avec Adrien, son fils de 22 ans. Adrien avait des problèmes d'adolescent. Adrien était peut-être tiraillé entre son père et sa mère. Il ne voulait pas travailler. Il avait plus ou moins mis un terme à ses études. Elisabeth faisait tout pour qu'il les reprenne. Sa mère disait « Oh là là, il n'est pas très travailleur, il prend tout à la légère ». Les gendarmes découvrent aussi que, contrairement à ce que Mehdi Alem, le mari d'Elisabeth, leur a raconté, la procédure de divorce était conflictuelle. Elisabeth évite vraiment depuis plusieurs mois de rencontrer son mari. Elle faisait tout pour le fuir. Le divorce se réglait par avocat interposé. Leur relation était d'autant plus tendue que Mehdi ne travaillait pas et n'avait aucune ressource financière. C'est un homme qui a une façade, qui veut donner une importance qu'il n'a pas vraiment. Il se dit diplômé, expert comptable, professeur d'économie. L'enquête révèle effectivement qu'il n'avait jamais exercé de profession. On ne savait pas trop s'il avait véritablement les diplômes qu'il disait avoir. Il se présentait comme un penseur, mais bon, au-delà de ça, ça ne donnait pas grand-chose. Un adolescent qui ne s'entend pas avec sa mère. Une procédure de divorce tendue. Il n'en faut pas moins aux enquêteurs pour faire du mari et du fils d'Elisabeth des suspects potentiels. Le 21 juin, les gendarmes mettent en place un système d'écoute. Les conversations téléphoniques du père et du fils sont disséquées. Et 8 jours après la disparition d'Elisabeth, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas inquiets. Dans ces écoutes, les deux personnes ne vont pas exprimer leurs craintes, leurs inquiétudes, leurs questionnements sur la disparition de leur mère et femme. Ils en parlent quasiment pas, et quand ils en parlent, ils ne donnent pas l'air d'être inquiets. Fait étrange, les gendarmes s'aperçoivent qu'au téléphone, les deux hommes sont obsédés par l'enquête. On s'est fait super interroger sur toi. Sur comment on travaillait, sur la façon dont tu gagnais de l'argent, des trucs comme ça. Sur les rapports qu'elle avait avec toi, qu'elle avait avec moi. Comment ça s'est passé ces derniers temps? Moi, je pense qu'il cherche à entourer, à regarder comment, à cerner les trucs affectifs. L'attitude du père et du fils pose question. Et les gendarmes ne vont pas tarder à découvrir qu'en fait, les deux hommes ont menti. Interrogés sur leur emploi du temps le jour de la disparition d'Elisabeth, Mehdi et Adrien ont déclaré être partis ensemble le 13 juin à Toulouse. Ils devaient y passer l'après-midi. Seulement, leurs téléphones disent tout autre chose. Quand on va faire les déclenchements de relais, on va se rendre compte que le 13 juin après-midi, alors qu'ils avaient dit se rendre à Toulouse tous les deux à bord d'une seule voiture, ils se téléphonent entre eux. Et là, on se dit, s'ils se parlent au téléphone, c'est qu'ils ne sont pas dans la même voiture. Pourquoi ce mensonge? Adrien et Mehdi cachent-ils quelque chose?
Dès le lendemain, les gendarmes passent le studio du jeune homme au peigne fin. Pour ne rien laisser au hasard, les experts utilisent un produit révélateur de traces de sang, le Blue Star. On va commencer le Blue Star dans la salle de bain et on a quelque chose. On a des prélèvements à faire à cet endroit-là. Et cette affaire, on est peut-être en train de commencer à dérouler la pelote. Les techniciens en identification criminelle poursuivent dans la chambre d'Adrien. Et en déplaçant un meuble, ils font une étrange découverte. En le déplaçant, alors là, si nous étions déjà suspicieux, on va l'être encore plus, parce qu'en fait, compte, il cache une partie du mur où, comme par hasard, il manque une partie de la tapisserie. Et lorsqu'il vaporise le Blue Star, le résultat est immédiat. Des nombreuses traces de sang sont encore visibles. On avait des réactions disséminées sur une grande surface du mur. On voyait bien les formes d'éponges qui avaient servi à nettoyer. On avait sur d'autres endroits qui étaient très difficiles d'accès d'autres réactions qui avaient également été nettoyées. Quelque chose s'était déroulé à cet endroit. Les enquêteurs le savent désormais. Quelqu'un a abondamment saigné dans le studio du fils d'Elisabeth. Des prélèvements sont immédiatement envoyés pour expertise. Et dès le lendemain, le rapport d'analyse sanguine est sans appel. Le résultat génétique qui va être obtenu, c'est le sang de la victime. Pour les gendarmes, il ne s'agit plus d'une disparition inquiétante, mais bien d'un homicide. Le 30 juin 2002, Adrien est convoqué à la gendarmerie de Rodez et placé en garde à vue pour meurtre. Étonnamment, il n'a pas vraiment de réaction. Il n'a pas l'air vraiment surpris. On a l'impression qu'il s'attendait, mais sans plus. Au même moment, Mehdi, le père, en vacances à 650 km de là, est interpellé. Nous localisons Mehdi sur Blanc-Ménil, donc banlieue parisienne. Il est extrêmement surpris de notre présence. Pendant que les enquêteurs le transfèrent dans les locaux de la gendarmerie, l'interrogatoire d'Adrien, le fils, a déjà commencé. Il reste désinvolte. L'affaire, on dirait que l'affaire lui passe au-dessus de la tête, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-il arrivé dans son studio? Le jeune homme de 22 ans a-t-il tué sa mère? Les gendarmes ont 48 heures pour obtenir des réponses. Face à l'adjudant-chef Mermoz, Adrien détaille son emploi du temps. Adrien indique que le 12 au soir, ils ont regardé la télévision avec un copain qu'il appelle Mathéo jusqu'à 3-4 heures du matin. À 7h30, il se réveille. Mathéo quitte les lieux. Il a vu sa mère vers 8h30, il s'est un peu accroché avec elle parce qu'il travaillait pas bien. Adrien raconte qu'après la dispute avec sa mère, il est parti promener son chien. Il est catégorique. Elisabeth était vivante lorsqu'il l'a quittée. Il revient à son appartement, il entrouvre la porte, laisse rentrer le chien, jette la laisse et repart. Il est allé dans le petit café au Globe, son père l'a rejoint à cet endroit. Ils boivent ensemble un verre et ils repartent. Un peu plus tard dans l'après-midi, il est allé à Toulouse avec son père. Seulement les gendarmes le savent pertinemment, Adrien ment. Il ne s'est pas rendu avec son père à Toulouse, comme l'ont d'ailleurs prouvé les relevés téléphoniques de leur portable. On va s'attacher à lui faire comprendre que l'histoire du voyage avec son père à Toulouse, au vu des éléments qu'on a sur les téléphones, ça ne tient pas la route. Confronté à ces mensonges, le jeune homme va finir par craquer. Et il fait une surprenante révélation. Adrien va admettre qu'effectivement, il n'est pas parti avec son père, mais qu'il est descendu avec la Clio de sa mère, qu'il a garée à Toulouse, où il l'a abandonnée. Comment expliquez-vous la présence de la voiture de fonction de votre mère à Toulouse? C'est moi qui l'ai amenée et garée à Toulouse. Et qu'avez-vous fait des clés? Je les ai jetées dans une poubelle. Pourquoi Adrien a-t-il emprunté la voiture de sa mère? Pourquoi s'en est-il débarrassé? Que s'est-il réellement passé? Il est minuit. Cela fait 12 heures que le jeune homme est en garde à vue. Il va alors révéler une réalité tragique.
Avez-vous participé de quelque manière que ce soit à la disparition de votre mère? Oui, une participation légère. Vous pouvez donc nous dire ce qui lui est arrivé. Est-elle vivante ou décédée? Je ne peux pas vous dire exactement ce qui lui est arrivé. Par contre, il est vrai que ma mère est décédée. Elisabeth Alem est donc morte, mais il s'agirait en fait d'un accident. Il va dire qu'il s'est passé quelque chose, mais qu'il n'a rien fait dans le processus mortel. Selon Adrien, tout se serait joué le 13 juin. Après avoir vu sa mère, il sort promener son chien et c'est ensuite que le drame se serait joué. Selon lui, quand il revient, au moment où il ramène son chien à l'appartement, il trouve son père qui blême, sa mère à côté de lui et le visage ensanglanté. Son père tout de suite va lui expliquer ce qui s'est passé, va lui donner donc sa version d'un accident, d'un homicide donc involontaire, mais tout de suite il va lui dire qu'il faut que tu m'aides. Et cette aide qui lui demande donc, c'est de participer à la disparition du corps. Le fils obéit à son père et s'exécute. Il vient de perdre sa mère, il ne veut pas perdre son père. Les deux hommes auraient alors enveloppé le corps dans une bâche avant de le charger dans une voiture de location. Ils auraient décidé de faire croire à une fugue en abandonnant la voiture d'Elisabeth à Toulouse. Adrien va descendre à Toulouse avec la voiture de sa mère. Son père descend le récupérer à Toulouse avec le Kangoo dans lequel se trouve le corps d'Elisabeth. Adrien ne donne aucune explication concernant les circonstances exactes de l'accident dont sa mère aurait été victime. Au même moment, dans une salle d'interrogatoire toute proche, l'adjudant-chef Buckler commence à interroger Mehdi. L'homme ignore totalement que son fils vient de le mettre en cause dans la mort de sa femme. Au début de la garde à vue, il est bien évident que moi je ne lui donne aucun élément que nous avons en notre possession et je le laisse parler. Mehdi, le père, est sûr de lui. Il n'a rien à voir avec la disparition d'Elisabeth. Il persiste, elle était vivante quand il l'a quittée à 9h15. Seulement lorsqu'il apprend que l'analyse de son portable prouve qu'il n'était pas avec son fils sur la route de Toulouse, l'homme fait des aveux. Très rapidement, Mehdi finalement donc, se met à évoluer dans ses déclarations. Il se rend donc à la demande d'Elisabeth à son domicile pour discuter du divorce. Le couple monte dans le studio d'Adrien pour faire l'inventaire de quelques biens à partager. Et c'est là que le ton serait monté et que la situation aurait dégénéré. Elle, folle de rage, aurait attrapé une raquette de tennis et lui en aurait mis un grand coup sur l'épaule. Mehdi prend à ce moment-là une pelle et frappe à la tête Elisabeth. Un seul coup de pelle, elle est morte. Il quitte à ce moment-là le domicile de son fils, se rend en ville pour le rencontrer et lui demande de conduire la Clio de fonction d'Elisabeth à Toulouse, sans lui expliquer le motif. Jusque-là, les versions du père et du fils semblent coller. La thèse de la dispute qui a mal tourné semble crédible. Et à ce moment précis de la garde à vue, Mehdi affirme qu'Adrien, son fils, n'a rien à voir avec la disparition du cadavre. Quelques instants plus tard, l'interrogatoire d'Adrien reprend dans la salle d'à côté. Et le jeune homme va immédiatement contredire les déclarations de son père. Dès la reprise de l'audition, il nous dit voilà, je consens à vous amener où nous avons déposé le corps de ma mère. On le prend à bord de la voiture et on fonce à l'endroit qu'il nous indique. Voilà. Le terrain où se trouve Elisabeth, c'est une espèce de pré de Causse à Concotz, dans le Lot, à quelques dizaines de kilomètres de Villefranche-de-Rouergue. Et à quelques mètres à peine de la route, Adrien désigne les restes d'un feu. Et là se trouvent les restes carbonisés d'Elisabeth. La zone est immédiatement quadrillée. Les experts
procèdent à de nombreux prélèvements. De retour à la gendarmerie, Adrien le fils est sommé de s'expliquer. Le jeune homme se lance dans un terrible récit, sans la moindre émotion. Adrien dit avoir lui-même incendié le corps. Ils l'ont laissé en train de brûler et ils sont repartis tous les deux pour Villefranche. Le lendemain, c'est-à-dire le 14 juin au matin, il est retourné sur les lieux pour voir où en était la crémation du corps. Là, il s'est rendu compte qu'en fait, le corps n'avait pas complètement brûlé et il a éparpillé ce qui restait un peu plus loin pour dissimuler ce corps. De son côté, Mehdi, le père, est catégorique. Son fils n'est au courant de rien et n'a rien fait. Seulement l'homme va bien devoir se rendre à l'évidence. À ce moment-là, donc, je lui donne l'élément fatal, à savoir que son fils Adrien reconnaît avoir participé à la disparition du corps de sa mère. Réaction stupéfaite, et où il acquiesce en disant effectivement, Adrien a participé avec moi à la suppression du corps, mais n'était pas présent le matin lorsque je tue Elisabeth. Le père tente une nouvelle fois de minimiser le rôle de son fils. Il endosse toute la responsabilité de la crémation du corps d'Elisabeth. Alors Mehdi assume tout seul cet acte en disant qu'il asperge le corps d'Elisabeth et ses effets personnels, son sac qui contient portable et papier. Il met le feu alors qu'Adrien est retourné au véhicule. Mehdi, à la fin de sa déclaration, explique qu'il demande à son fils Adrien le lendemain de retourner sur les lieux pour confirmer que le corps a bien été brûlé et qu'il ne reste plus de traces d'Elisabeth. À l'issue de leur garde à vue, Mehdi et Adrien Alem sont mis en examen pour le meurtre de leur mère et épouse. Ils sont placés en détention provisoire. Plusieurs zones d'ombre subsistent. S'agit-il réellement d'une dispute qui aurait mal tourné? Qui a procédé à la crémation du corps? Les gendarmes ne vont pas tarder à découvrir que le père et le fils n'ont pas dit toute la vérité. Car 15 jours après la découverte du corps, le rapport d'autopsie va totalement réorienter l'enquête. Les causes de la mort, c'est pas le traumatisme facial. En revanche, elle porte des traces de coups, elle a la mâchoire fracturée, elle a des côtes cassées. Il dit, j'ai porté un seul coup de pelle. Les experts disent non, le médecin dit non, il y a eu plusieurs coups. Mais ces coups ne sont pas mortels. Elle est morte par asphyxie. Aucun des deux n'avait fait état d'une éventuelle asphyxie. Et Mehdi, lui, avait dit qu'il n'avait porté qu'un coup en se défendant. Donc, ils ont menti. Dès lors, l'affaire va prendre une tournure pour le moins inattendue. Les enquêteurs ont repris toutes les auditions depuis le début du dossier, y compris toutes les personnes qui avaient donc croisé le chemin de la disparue ou croisé le chemin des proches de la disparue, et parmi eux, l'un des amis d'Adrien. Cet ami, Matteo Polarski, a été interrogé en qualité de témoin à 2 reprises par les gendarmes. Le jeune homme a raconté en détail sa journée du 13 juin, et quelques éléments ne sont pas très clairs. Matteo, on commence à s'intéresser à lui parce que d'abord, il revient souvent dans les déclarations d'Adrien sur l'emploi du temps du 13 juin. Il dort dans son appartement la veille des faits. Il se réveille le matin à 7h30, alors qu'ils avaient regardé la télé jusqu'à 4h et qu'il n'a rien de particulier à faire, il ne travaille pas. Donc pourquoi il se lève-t-il à 7h30? Et ce n'est pas tout. Dans son audition, Matteo Polarski raconte qu'il est repassé chez Adrien vers 10h30 le matin du drame. Il dit n'avoir rien remarqué de particulier. Or, les enquêteurs savent, grâce à son fils, qu'Elisabeth vient de mourir dans le studio.
Et ça, Matteo n'en parle pas. Là, on se dit, il y a quand même, s'il parle de rien, c'est qu'il y a quand même quelque chose. Qu'a vu Matteo le 13 juin? En sait-il plus qu'il ne le dit? Les gendarmes étudient ses allées et venues le jour du drame. Et ils vont faire une découverte surprenante. Le directeur d'enquête me demande donc d'effectuer la téléphonie du 13 juin sur le téléphone de Matteo Polarski. Et là, donc, je détermine que cette journée du 13 juin, à 12h22, il déclenche le même relais que Mehdi Alem. Que faisait-il avec Mehdi Alem? Le 19 novembre 2002, le jeune homme est placé en garde à vue. L'adjudant-chef Mermoz mène l'interrogatoire. C'est quelqu'un de très calme, à la limite d'être froid. Dans un premier temps, il a été assez circonspect. Et à la grande surprise des enquêteurs, d'un seul coup, sans aucune raison, le jeune homme passe aux aveux. Il va nous sortir une histoire quasiment à glacer le sang. Il raconte un scénario d'un film d'horreur. Durant de longues heures, Matteo Polarski livre un récit très complet de la journée du 13 juin. Pour lui, il ne s'agit pas d'une dispute qui aurait mal tourné, mais d'un terrible complot, un complot familial. Et tout aurait commencé par un rendez-vous surréaliste avec Adrien dans un café. Quelques jours avant le meurtre d'Elisabeth, Adrien l'a interpellé en lui disant je voudrais tuer quelqu'un, est-ce que tu voudrais m'aider? J'ai répondu oui sans hésitation et très sérieusement. Je n'ai plus posé de questions. Donc le lendemain ou le surlendemain, il va chez Adrien, il passe la soirée à regarder des DVD et Adrien lui annonce eh bien, le meurtre c'est pour demain, il s'agit de tuer ma mère. En écoutant Matteo, les enquêteurs sont abasourdis par le détachement du jeune homme. Comment se fait-il que vous puissiez accepter de lui fournir de l'aide pour commettre un meurtre sans poser la moindre question? C'est comme ça chez moi, je suis comme ça. Avez-vous essayé de dissuader Adrien? Oui, brièvement, mais il ne voulait en faire qu'à sa tête et j'ai compris que c'était pas la peine d'insister. Avec la même distance, Matteo poursuit ses aveux glaçants. Il est 7h30, le 13 juin 2002, lorsque le macabre projet est mis à exécution. D'après la version de Matteo, Adrien a attiré sa mère dans sa chambre. Maman? Maman? Il dit à sa mère, viens me voir, je prépare une surprise pour une des filles, je vais te bander tes yeux, assieds-toi sur une chaise. Pendant ce temps, Mehdi est dissimulé à la salle de bain. Matteo va l'appeler en lui disant voilà, c'est bon, tu peux venir, c'est le moment. Mehdi arrive armé d'une pelle entourée de chiffon, il donne un coup sur la tête de sa femme. Elle est toujours vivante. Adrien va s'emparer de la pelle et donner des coups. Sa mère tombe au sol, toujours consciente. Et à ce moment-là, elle lui demande mais qu'est-ce que tu fais, Adrien? Et Adrien lui dit tu vois, je te frappe. Puis sentant qu'il n'arrivait pas à achever sa mère, il prend la pelle, la tend à Matteo. Celui-ci donne encore quelques coups sur la tête d'Elisabeth. Et Matteo, avec un sang-froid extraordinaire, raconte « Je vais prendre un coussin et comme elle vit encore, je vais l'étouffer. » Je suis resté 20 à 30 minutes, jusqu'à ce que je sois sûr qu'elle était morte. Je sais que ma copine m'a téléphoné pendant ce temps. Je lui ai répondu que je la rappellerai plus tard, car j'étais occupé. D'après Matteo Polarski, les trois hommes auraient alors discuté de la meilleure façon de faire disparaître le corps d'Elisabeth. Matteo va aller chercher une bâche agricole dans un magasin et il explique qu'ils vont rouler la victime dans cette bâche pour pouvoir la transporter. Donc vers 12h30, ils descendent le corps de la victime et ils le chargent dans le kangou qui a été placé dans la petite rue où l'on peut à peine manœuvrer. Adrien se rend alors à Toulouse avec la Clio de la poste de sa mère.
De leur côté, Mehdi et Matteo partent au volant de la voiture de location. Ils veulent se débarrasser du corps. Ils sont allés quasiment jusqu'à la corde. C'est là d'ailleurs qu'on relève la similitude entre les relais déclenchés par leur téléphone. Voyant qu'ils ne trouvaient pas d'endroit, ils sont revenus sur Villefranche. Et là, ils se sont séparés. Le corps va rester toute la journée dans la voiture de location. Dans la soirée, les 3 hommes se retrouvent chez Elisabeth et c'est vers 23h30 qu'ils quittent Villefranche. Ils arrivent à Concorde, ils trouvent le lieu idéal à leurs yeux pour se débarrasser du corps. Ils vont décharger ce corps. Et Matteo affirme que c'est lui seul qui a brûlé le corps d'Elisabeth. J'ai tout fait instinctivement. J'ai mis directement le feu, je suis resté 20 à 30 minutes. Je suis parti, le feu était toujours allumé. Je m'étais cependant assuré que la végétation ne puisse pas s'enflammer. Le lendemain, le 14 juin, Adrien et Matteo, eux, décident de retourner sur place, voir comment s'est passée la crémation du corps. Ils se rendent compte qu'en fait, le corps n'a pas complètement disparu. Et là, ils éparpillent des morceaux pour essayer de le dissimuler. C'est la dernière phase de ce crime qui est aussi horrible que les premières phases qui ont été racontées par Matteo. Pour l'adjudant-chef Mermoz, aucun doute, Matteo dit la vérité, et pour cause. La version de Matteo tient la route, et d'autant plus qu'elle semble plutôt correspondre avec les résultats de l'autopsie, puisqu'on nous a parlé de plusieurs coups sur la tête d'Elisabeth, et surtout des décès par asphyxie. Décès par asphyxie. Seuls les enquêteurs connaissent la véritable cause de la mort d'Elisabeth. Et seul quelqu'un qui a participé au meurtre pouvait mentionner un tel détail. Pour les gendarmes, les aveux de Matteo Polarski sont le tournant de l'enquête. À l'issue de sa garde à vue, le jeune homme est mis en examen pour assassinat et placé en détention provisoire. De leur côté, Mehdi et Adrien nient farouchement. Selon eux, Matteo affabule et n'était pas là. Cependant, pour la juge d'instruction, les 3 hommes ont certainement participé à la mise à mort d'Elisabeth. Reste à savoir pourquoi. Quel est le mobile de ce crime ? À première vue, Matteo, le copain, n'avait aucune raison de tuer Elisabeth. Lorsqu'il est interrogé par les gendarmes, par le juge d'instruction, il décrit quelqu'un de très bien, une mère aimante pour ses enfants, une femme envers laquelle il n'a absolument aucun grief. Matteo, il a une explication qui est assez déroutante. Ils m'ont proposé de les aider. C'était un boulot comme un autre, et j'ai tout simplement accepté, sans chercher à en savoir plus. Pour les gendarmes, une hypothèse s'impose. Matteo aurait été payé pour participer à l'assassinat d'Elisabeth. Seulement, ils font fausse route. Auriez-vous touché de l'argent pour participer à ce meurtre? Non, en aucun cas. Je n'ai pas non plus été menacé. Face à une telle froideur, les enquêteurs sont stupéfaits. Et ils vont trouver un début d'explication à cette attitude détachée en explorant le passé du jeune homme. L'histoire de Matteo est une histoire que je qualifierais de hors norme. Matteo Polarski, oui, c'est un jeune homme né en Colombie, qui a grandi dans la rue, il est abandonné par ses parents. Pour survivre, il faut se battre. Soumis à la prostitution, dit-il, tirant les godasses. Il dit que ça a été 6 ans d'enfer. Et cela l'a marqué énormément, avec cette sorte d'éthique de la rue, qui est d'abord la solidarité entre copains, ces gosses qui n'ont pas d'affection, qui sont seuls, vont construire dans la bande et le groupe de copains une sorte d'idéalité pour lesquelles on meurt pour l'autre. Matteo, aussi incroyable que cela puisse paraître, aurait tout simplement rendu service à son ami Adrien. Quand Adrien lui demande de l'aide, c'est plus fort que tout, l'amitié est plus forte que tout et il lui rend ce service. C'est quelque chose qui nous dépasse tous. Lui, il l'a indiqué, on m'a demandé mon aide, je l'ai donnée.
Voilà. Mais alors, quel est le mobile de Mehdi et d'Adrien Alem? La réponse, les enquêteurs vont l'obtenir en fouillant la mémoire des ordinateurs du père et du fils. Car les deux hommes avaient monté une arnaque. À l'aide de faux bulletins de paye, Mehdi l'a fait souscrire des crédits à la consommation. Ils allaient retirer le capital qui lui était versé en liquide. Cette arnaque leur a permis de récolter un pactole, près de 38 000 €. Mais Elisabeth aurait découvert le poteau rose et les aurait menacés de les dénoncer au fisc. Elisabeth était très inquiète par les affaires auxquelles pouvaient se livrer Adrien et Mehdi. Mais elle n'aurait jamais admis qu'Adrien trempe dans ce type d'affaires. D'après Adrien, la mort de sa mère lui permettait d'être plus tranquille pour mettre en œuvre ce projet. Il pensait qu'elle aurait sans cesse posé des questions quant à l'origine de l'argent qu'il aurait pu posséder. J'ai appris au moment des faits que le père d'Adrien avait peur que sa femme le dénonce au fisc. Si jamais Elisabeth les dénonce, ils sont fichus, leur rêve s'envole, quoi. Pour la juge d'instruction, le mobile est donc financier. Mais après 4 années d'enquête et de nombreuses confrontations, impossible d'établir avec certitude ce qu'il s'est passé dans le petit studio d'Adrien. Le fils a-t-il effectivement frappé sa mère? Le père l'a-t-il tué seul? Matteo est-il celui qui a achevé la mère de son meilleur ami? C'est maintenant à la justice de trancher. Les 3 hommes sont renvoyés devant la cour d'assises pour assassinat, mais rien ne va se passer comme prévu. Le 4 août 2006, il va y avoir un véritable coup de théâtre. On est pratiquement à 8 semaines du procès. On apprend que Mehdi a mis fin à ses jours en prison. Alors, comme dit l'administration pénitentiaire, il s'est accroché, il s'est pendu. Mais avant de mourir, Mehdi Alem, le père, a envoyé un mot d'adieu à sa sœur. Il a écrit une lettre, c'est l'âge pour partir, pour la paix de la famille. Adrien sera innocenté. Je pense que Mehdi l'a fait vraiment pour permettre à Adrien de pouvoir avoir une version où lui n'existant plus, on pourrait peut-être faire porter le fardeau au père. Geste altruiste d'un père envers son fils, ou fuite désespérée d'un homme qui n'a pas le courage de faire face aux jurés, impossible de répondre. Est-ce la peur de se voir mis à nu, de voir son passé décortiqué, de se voir déboulonné de son piédestal? Est-ce que c'est perdre la face à son fils qui lui a fait peur? Mehdi emporte ses secrets dans la tombe. Ils ne seront que 2 à comparaître pour assassinat devant la cour d'assises de l'Aveyron. Le 25 septembre 2006, le procès s'ouvre à Rodez. Matteo Polarski et Adrien Alem sont accusés d'assassinat. L'ambiance est tendue, car il s'agit, fait rarissime, d'un matricide. Pour la première fois depuis 4 ans, Adrien Alem fait face à ses sœurs. Ça a été un procès extraordinaire, avec notamment les 2 sœurs qui vont assister à l'intégralité du procès. Elles attendent des aveux d'ailleurs. De mémoire, l'une d'entre elles va lui dire « mais j'attends que tu reconnaisses ». Dans le box, les accusés restent de marbre. Ils sont relativement fermés tous les 2. D'abord, ils se parlent très peu, se regardent même très peu. Je dirais que Adrien est assez arrogant, tandis que Matteo est plus effacé. Après l'examen des faits, les 2 accusés campent sur leur position. Adrien nie avoir tué sa mère, il a juste aidé son père à faire disparaître le corps. Matteo, lui, affirme devant la cour que son ami a frappé Elisabeth. Un fait certain, c'est que Mehdi, Adrien et Matteo, à un moment donné, se sont retrouvés dans le petit studio d'Adrien. Un fait certain, c'est que ces 3 personnes ont participé de près ou de loin, soit à l'exécution ou à l'accident
ou à l'assassinat, soit à la disparition du cadavre. La question que la cour d'assises devait trancher, c'est de déterminer les niveaux de responsabilité. Qui avait fait quoi et pourquoi? Mais surtout, y a-t-il eu préméditation? Adrien et Matteo avaient-ils l'intention de tuer Elisabeth ce matin-là? Pour leurs avocats, il n'y a aucune preuve. Ne serait-ce que l'arme. C'est tout sauf une arme dans le cadre d'une préméditation. C'est vraiment l'objet que l'on prend au dernier moment pour asséner donc un coup à quelqu'un. Mais ce n'est pas tout. Pour la défense, le jour ne pouvait pas être plus mal choisi. On va donc nous expliquer qu'on a décidé, planifié de tuer cette pauvre femme alors qu'elle est attendue à son boulot et que sa fille la plus âgée passe la première épreuve du bac. Nous sommes avec une version qui ne peut pas coller avec la préméditation, qui nécessite encore une fois de se mettre d'accord sur un lieu, sur une arme, sur un mobile. Voilà, et donc c'est ce que nous avons combattu. En revanche, pour la partie civile, aucun doute. Comme l'a longuement décrit Matteo, le crime a été prémédité. Pour la famille, qui connaissait parfaitement le dossier, qui a assisté au débat et entendu les déclarations de Matteo, ça s'est passé comme il l'a dit à plusieurs reprises. Ils l'ont tué à 3. Après 5 jours d'audience, Matteo et Adrien sont condamnés à 20 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat d'Elisabeth. L'horreur dans laquelle s'est produite la disparition, la crémation de ce corps, la dispersion des restes de la victime, a rejailli sur le crime que les jurés devaient juger. Le jugement est confirmé en appel. Adrien, le fils, forme alors un pourvoi en cassation. En 2010, un 3e procès a donc lieu.